Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal, l'actualité locale et régionale en 26 minutes sur TV 78. Nous sommes le mercredi 3 avril, tout de suite les titres. Une campagne de dépistage du glyphosate, elle a été lancée partout en France par un collectif citoyen. L'objectif, connaître le taux de cet herbicide dans le corps. Dans les Yvelines, une session s'est déroulée le 16 mars à Évêquemont. Une autre est prévue ce samedi à Marie-sur-Moldre. Nous en parlons avec nos invités. Le centre-ville de Maurepas est en mutation. Des travaux lancés en octobre se déroulent en ce moment pour moderniser le quartier autour de la mairie. Changement du sol, nouvel escalier sont au programme de ce chantier. Une zone où exercent 64 commerçants maurepasiens. Et la suite de notre dossier sur l'Union européenne à 8 semaines des élections. L'UE qui octroie des fonds pour cofinancer des projets, notamment dans le département. Insertion professionnelle, travaux de rénovation énergétique. Les domaines sont nombreux. Focus dans cette édition. En plateau également tout à l'heure, le président de la société Domissory qui propose la méthode Montessori au travers d'ateliers à domicile. Vous en avez sûrement entendu parler hier dans les journaux nationaux. Plus de 400 radars nouvelle génération vont être déployés cette année en France. Large déploiement suite à la dégradation et la destruction des appareils depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ces radars sont déjà en place dans une dizaine d'endroits en France, notamment dans les Yvelines. Exemple sur la N194 à Saint-Germain-en-Laye au niveau de l'entrée de la Fête des Loges. Une installation était également prévue à Mantes-la-Ville sur la D983 juste avant l'entrée sur la 13, homologuée seulement pour le moment pour contrôler la vitesse. Ces nouveaux radars sont capables de détecter le non-port de la ceinture, le téléphone au volant ou encore de vérifier les distances de sécurité. Avant d'accueillir mes premiers invités, direction Maurepas où le centre-ville est en plein travaux depuis le mois d'octobre. Un chantier pour redynamiser le secteur en le rendant notamment plus moderne. Les détails de Mickaël Elmidoro. Les travaux du centre-ville de Maurepas avancent. Depuis octobre dernier, des dizaines d'ouvriers travaillent pour redonner une nouvelle jeunesse au quartier. L'ancien sol goudronné a laissé place à du granit et un nouvel escalier a déjà été construit. C'est surtout de redonner de la visibilité à nos commerces de proximité parce que quand on arrive dans le centre-ville de Maurepas, on s'est aperçu qu'on avait un gros bouchon qui avait été construit dans les années 80, dans sa seconde phase, avec, vous le savez, le bâtiment du kiosque Fleury qui lui a été détruit, où le commerce de proximité des fleurs a été déplacé un peu plus loin. Donc de retrouver de la visibilité, mais aussi de retravailler les ambiances, les éclairages, de replanter des arbres, des plantes. Bref, de retrouver un centre-ville plus qualitatif, plus commerçant également. Au total, 64 commerces de la ville sont concernés par ces travaux. Ce traiteur est installé depuis 13 ans dans le centre-ville. C'était des travaux qui étaient nécessaires, ça c'est vrai, mais bon, un peu trop long en délai, c'est surtout ça. Nous, pour le commerce, c'est un petit peu compliqué, mais bon, autrement, pour moi, c'est que du positif. Je suppose que ça peut qu'embellir Maurepas. Coût total de l'opération, 1,4 million d'euros financés en partie par la région et Saint-Quentin en Yvelines. La commune investit quant à elle 800 000 euros dans le projet. Ces 800 000 euros qui sont injectés pour l'avenir, puisque là on est vraiment sur une première phase de restructuration du centre-ville, parce qu'évidemment il y aura d'autres phases dans les années qui viennent, parce qu'on se projette aussi à long terme, et c'est un investissement vraiment à long terme, et on en avait bien besoin. La livraison définitive de ce centre-ville flambant neuf est programmée pour le mois de juillet. Autre chantier, mais dans une ville voisine à La Verrière, des travaux de mise en accessibilité ont débuté à la gare SNCF, durée totale 4 ans. Une première phase jusqu'en juillet prochain concerne le bâtiment avant de s'attaquer au quai de 2020 à 2022. Sont prévues notamment la mise en place de rampes d'accès, mise aux normes des escaliers, de la signalétique, création d'un guichet adapté et d'une place de parking pour les personnes à mobilité réduite. Montant de ces travaux, 800 000 euros. Jusqu'à mi-juillet, le bâtiment voyageur est fermé. Des automates de vente ont été installés devant la gare. Des nuisances sonores nocturnes sont également à prévoir. Une campagne de dépistage du glyphosate, elle se déroule partout en France pour déceler dans votre corps la présence de ce pesticide. Dans les Yvelines, une session a déjà eu lieu à Évêquemont, c'était le 16 mars. 2 autres sont programmées dans le département et la prochaine, c'est ce samedi à Marie-sur-Moldre. Sur ce plateau, 2 représentants d'associations locales qui se joignent à cette campagne. Maïté Degnaud, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la co-vice-présidente de TIS Santé 78 et également Marc Bonin avec moi en plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coprésident de la vitrine du développement durable. Alors, pour commencer, un petit mot chacun sur vos associations respectives, Maïté Degnaud. Tout à fait. Eh bien, écoutez, moi, je suis là pour présenter TIS Santé 78. Notre but dans cette association est surtout de donner de l'information au public. Alors, je lis, les objectifs de l'association sont d'informer le public et les thérapeutes, notamment sur la nutrition,
l'habitat, pollution par les métaux, les produits de ménage, les ondes électromagnétiques, l'environnement, quand les produits employés peuvent avoir une influence néfaste sur la santé, les médecines alternatives, sans oublier les techniques de relaxation et les bienfaits du sport. Donc ça, c'est pour TIS Santé 78. Du côté de l'association de la vitrine du développement durable, quelles sont les missions de cette association ? Le but de la vitrine, c'est de sensibiliser le public au développement durable selon ces 3 axes. Donc on a un local qui se trouve à Marie-sur-Mauldre, qui permet de recevoir du public. On fait des répars café, des ateliers du pain, des ateliers couture, on fait pas mal d'animations. Et on participe, on soutient des associations, notamment la Plaine de Versailles, l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles, les Riverains de la Mauldre, les Athéna 78, et également donc TIS Santé 78, et aussi cette opération que l'on soutient du campagne glyphosate au niveau national. Alors justement, vous le dites, c'est une campagne au niveau national qui a été lancée par un collectif citoyen. Ce mouvement se veut apolitique. Pourquoi vous associez justement à cet élan national ? Parce qu'il nous a semblé que glyphosate avant tout est un poison, donc qu'il a été déterminé, qu'il a été annoncé comme probablement cancérigène par le cirque. On rappelle juste que c'est l'herbicide le plus utilisé au monde aujourd'hui. Absolument, et en France en particulier aussi. Alors voilà, il nous a semblé qu'il fallait faire pression sur les autorités pour en effet interdire ce produit. Donc la campagne glyphosate nous a semblé quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, tout en sachant que malgré tout, le glyphosate est dit aujourd'hui comme un peu indispensable pour une agriculture de conservation qui, elle, protège le sol. Donc, justement, Maïté Degnaud, l'objectif, j'imagine, c'est pas d'être contre les agriculteurs qui peuvent avoir encore aujourd'hui des dérogations pour utiliser le glyphosate, c'est peut-être de faire pression sur les autorités qui autorisent encore cette utilisation, ces dérogations. Exactement. Nous ne sommes pas du tout contre les agriculteurs, au contraire, nous essayons avec les différentes associations de les soutenir. Et surtout que dans cette affaire, ils sont les premières victimes, bien clairement. Donc, nous aussi, on essaie de sensibiliser. Et donc, en unissant nos démarches, on espère enfin se faire entendre. Alors, ces dépistages du glyphosate se font sous la forme de tests urinaires. Alors, on ne lèvera aucun suspense en disant que chaque personne qui va faire ce test aura forcément du glyphosate dans le sang. On va trouver du glyphosate. Ah, oui. Au-delà de la dose autorisée au niveau de l'eau potable. Et justement, à partir de quel moment on est en danger quand on a du glyphosate ? À partir de quel taux on est en danger pour sa santé ? Je pense qu'on ne peut pas annoncer un chiffre. Parce que vous savez, on a tellement d'autres polluants, d'autres actifs néfastes pour notre organisme, que c'est l'ensemble de tout ça qui fait que la dose fait un effet cocktail. Le dépistage est long, ça dure toute la journée ? Ah non, c'est 2 heures. C'est 2 heures, d'accord. À partir de 6h30 du matin jusqu'à 8h30 du matin. Et puis, il y a possibilité de porter plainte pour pouvoir... Alors, il y a des huissiers qui sont présents pour vérifier que les choses se passent tout à fait normalement. C'est déposer plainte contre les fabricants de pesticides, c'est ça ? C'est ça ? Et ceux qui le déploient, en effet. Et les échantillons sont ensuite envoyés en Allemagne, c'est ça, pour une analyse ? En Allemagne, parce que c'est moins cher qu'en France. Alors pour la première session qui s'est déroulée, donc c'était le 16 mars dernier à Évêquemont, il y avait 60 personnes qui ont participé. Est-ce que c'est un sujet qui inquiète, qui préoccupe les Yvelinois ? Vous avez l'impression que c'est un sujet qui inquiète ? Maïté Degnaud. Alors moi je l'ai vu après coup parce que la première campagne je n'ai pas été informée. Ce qui prouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser tout le monde dans le département. Et merci de nous donner la parole parce que peut-être on sera mieux entendu. J'ai été mise au courant là. En fait, n'ayant pas connu cette première, j'ai pensé qu'il fallait remonter de l'information et j'ai conseillé aux personnes de s'adresser directement à la vitrine du développement durable. Ce qui s'est fait pour cette deuxième campagne. Donc on a déjà réussi. Ça se déroulera donc samedi. On précise juste pour rappeler un peu l'actualité que dernièrement les députés ont rejeté l'inscription dans la loi de la fin de l'utilisation du glyphosate. Emmanuel Macron s'était fixé un objectif de 3 ans. Il y a quand même des pas qui ont été faits depuis le 1er janvier. L'interdiction à la vente et l'interdiction d'utilisation pour le grand public. On peut rappeler aussi les 2 procès perdus par Monsanto, qui est le producteur du produit du Roundup, qui est à base de glyphosate. Vous avez quand même l'impression que les mentalités évoluent sur le sujet, qu'il y a des pas qui sont faits ?
Oui, il y a évidemment une prise de conscience. Ceci dit, le glyphosate n'est pas le seul produit. C'est le plus vendu, mais il y en a bien d'autres. Et puis, non, je pense qu'il faut faire en effet pression pour interdire ce produit, pour permettre à une alternative de se mettre à la place, pour permettre, je parlais de l'agriculture de conservation, qui est une nécessité aujourd'hui. Une prochaine session ce samedi à Marie-sur-Moldre. Combien ça coûte de participer à cette session de dépistage ? Alors, sans plainte, c'est 90 €. C'est les frais uniquement des laboratoires. Et quand on porte plainte, c'est 140, puisqu'on doit faire venir des huissiers pour valider en effet les tests. Et là, ça majore à 140 €. Et je précise qu'une autre campagne de dépistage, une autre session se déroulera à Versailles. Ça sera en mai. Maïté Degnaud, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Vous vouliez mettre en avant des rendez-vous organisés par TIS Santé 78. Oui. Les téléspectateurs peuvent en tout cas les retrouver sur le site internet, puisque votre action, vous l'avez dit, concerne plus globalement les perturbateurs endocriniens. Voilà, il n'y a pas que le glyphosate. C'est exact. Et donc on retrouve, je suis désolé, on arrive déjà à la fin de cet entretien, on retrouve la liste de ces rendez-vous sur le site de TIS Santé. Deux d'entre elles qui ont lieu, donc je vais dire le 24 mai et le 21 juin. Par contre, les 3 conférences qui auront lieu la saison prochaine ne sont pas sur le site. Elles ne paraîtront qu'après notre Assemblée générale. Merci. Mais je peux les... On arrive déjà à la fin de cet entretien. En tout cas, on peut les retrouver sur le site internet. Merci à vous, Maïté Degnaud, et merci à vous, Marc Bonin. Merci. Vous étiez, vous, représentant de l'association de la vitrine du développement durable. Ce chiffre, à présent, 1767, le nombre de saisines reçues par les délégués des Yvelines du Défenseur des droits en 2018. Une augmentation de 9% par rapport à 2017. Ce mardi, à la préfecture à Versailles, ces représentants locaux du Défenseur des droits, Jacques Toubon, dévoilé leur bilan. Ils sont 11 délégués sur le territoire, répartis dans 14 lieux de permanence, répartis sur toutes les Yvelines et aussi en place dans les prisons de Bois d'Arcy, Versailles, Poissy et Porcheville. Les délégués des Défenseurs des droits peuvent être saisis par toute personne s'estimant lésée par un service public, témoin du non-respect du droit à l'enfant ou d'un adolescent, victime également de discrimination ou encore pour dénoncer le comportement abusif de la part d'agents des activités de sécurité. Les propos sont recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Notre mission est surtout d'accompagner ces administrés qui formulent une réclamation. Alors l'idée, c'est surtout de prendre en compte les éléments que l'usager nous apporte. Il s'agit aussi de prendre aussi en compte les éléments de l'administration. Il nous faut les 2 sons de cloche. Avant d'intervenir, il faut d'abord une démarche préalable de l'usager concernant les interrogations qu'il a à l'égard d'une notification administrative. À nous ensuite, s'il y a des éléments nouveaux ou des difficultés de compréhension ou alors un dysfonctionnement, d'interroger le service en question pour pouvoir peut-être réexaminer une situation liée à des éléments nouveaux. Et pour contacter un délégué du Défenseur des droits, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche. Toute cette semaine, nous vous proposons des reportages sur l'Union européenne. En France, toutes les 3 minutes, un projet est cofinancé par les fonds européens. C'est le cas notamment dans le département des Yvelines. Insertion de personnes éloignées à l'emploi ou travaux pour une meilleure efficacité énergétique. Les axes d'intervention sont multiples. Le point avec Aurélie Ronce. Cette auto-école sociale permet aux bénéficiaires de minima sociaux de passer leur permis de conduire à tarif réduit. L'agence départementale d'insertion Activity permet quant à elle d'accompagner et de suivre des personnes éloignées de l'emploi. Des actions financées en partie par le FSE. Depuis 2015, le département des Yvelines est devenu un organisme intermédiaire et peut donc gérer le Fonds social européen, un fonds dédié à l'emploi. On intervient en subvention et en appui des différents acteurs de l'insertion dans le département, que ce soit des acteurs privés, donc des associations, des entreprises d'insertion, ou le public. Là, on va intervenir soit auprès d'autorités locales, comme peuvent être les EPCI ou les mairies, ou bien mettre nous-mêmes en place des actions d'insertion, toujours en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des Yvelinois. Au sein de la mission Europe, 8 personnes sont entièrement dédiées à la mise en œuvre du Fonds social européen. Pour la période 2015-2020, le département des Yvelines a reçu une enveloppe de 16 millions d'euros. Jusqu'à présent, près de 10 000 personnes éloignées de l'emploi ont été accompagnées. L'accès aux fonds européens peut paraître
complexe, ça l'est un peu, et tout notre travail, c'est un travail d'accompagnement des porteurs de projets pour pouvoir faciliter l'accès à ces fonds et leur permettre d'être au plus proche de leur public. Avec le FSE, l'Europe permet de lutter contre toute forme de discrimination sur le marché du travail. D'autres fonds peuvent également être mobilisés dans le département des Yvelines, le FEADER pour le développement rural ou encore le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Depuis 2 ans, Saint-Quentin en Yvelines fait partie des 15 territoires ITI franciliens. Cet outil européen permet de mobiliser des fonds en faveur d'une croissance innovante. Lancé en 2017, le SkiCube a bénéficié d'une subvention de 333 659 €. Donc dès qu'il y a un projet que l'agglomération identifie comme pouvant être financé sur ces fonds européens plutôt que sur les fonds de l'agglomération elle-même, ce qui est aussi une manière, dans un moment où l'argent public se fait rare, de faire plus de choses, eh bien l'agglomération le sélectionne et le présente à la région. Autre exemple, fin 2018 à Montigny-le-Bretonneux, près de 150 logements ont pu bénéficier de fonds européens pour des travaux de rénovation thermique. Sur la rénovation thermique, qui est un bon exemple, nous avons 1 millier aujourd'hui de particuliers qui ont pu bénéficier grâce à ces fonds européens d'aide en matière de rénovation thermique. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller évidemment beaucoup plus loin. Sur les 5 millions d'euros alloués par l'Europe à Saint-Quentin en Yvelines, 30% ont été jusqu'à présent utilisés. Le sport, la France s'apprête à recevoir la Coupe du Monde de football féminin, compétition à retrouver du 7 juin au 7 juillet. Et c'est officiel, le stade de Croissy-sur-Seine a été retenu par la FIFA et le comité d'organisation pour accueillir des sélections à partir du 3 juin. Ce sont 4 équipes nationales qui viendront fouler la pelouse yvelinoise. La France pour préparer le match d'ouverture contre la Corée du Sud, mais aussi l'Écosse, l'Afrique du Sud et les États-Unis, triple vainqueur du mondial et tenant du titre. Croissy-sur-Seine avait reçu, pour rappel, en 2016 la Russie lors de l'Euro de football masculin. C'était en France. C'est une méthode qui séduit de plus en plus les familles dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine notamment, mais pas que. Montessori, autrement dit, placer l'enfant au centre de la pédagogie. 240 établissements scolaires en France revendiqueraient Montessori, une méthode qui entre également à domicile. Pour en parler, Mohamed El Mazouji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la société Domissori. Alors, c'est une société de service à la personne qui propose des activités Montessori à domicile et notamment dans le département des Yvelines. Juste pour commencer cet entretien, rappelons ce qu'est la méthode Montessori. D'accord, tout à fait. Donc, la méthode Montessori, donc c'est une méthode qui a été fondée donc par Maria Montessori au début du siècle dernier. Donc, Maria Montessori, qui est la première femme médecin en Italie, donc qui a choisi de travailler avec les enfants et qui est devenue pédagogue naturellement. Donc, elle a choisi de travailler avec des enfants qui étaient plutôt défavorisés, pauvres, orphelins, donc à qui elle a voulu accompagner, leur apporter une éducation qui passe par l'apprentissage. Par l'expérience, et qui favorise l'autonomie, la bienveillance et la confiance que l'on accorde à l'enfant. Et pourquoi c'est intéressant justement pour l'enfant d'apprendre avec cette méthode? Donc pourquoi d'une part, il apprend naturellement, parce qu'on explique aujourd'hui l'enfant a une tendance à apprendre naturellement. Donc au travers de cette expérience, donc aujourd'hui cette pédagogie Montessori, elle est redécouverte. Donc depuis une dizaine d'années en France, on en parle de plus en plus, comme vous venez de l'indiquer, il y a 240 établissements Montessori. Donc pourquoi? Parce que les neurosciences aujourd'hui confirment confirment les travaux de Maria Montessori, notamment les phases de développement de l'enfant et comme quoi l'enfant a besoin d'apprendre au travers de ses expériences, au travers de ses mains, de son corps, du sensoriel, du langage. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui les bons résultats obtenus au travers de cette pédagogie. Alors, votre société propose des activités Montessori à domicile. Ça s'adresse à des enfants de quel âge? Donc au sein de la société, donc on s'adresse aux enfants de moins de 6 ans. Donc sachant que la pédagogie s'adresse à tous les enfants jusqu'à 18 ans. Donc moins de 6 ans, pourquoi? Parce que les éducateurs, éducatrices travaillent dans la société. Donc sont spécialisés sur cette tranche d'âge. Donc dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, donc c'est de 0 à 6 ans. D'accord. Donc dans les autres départements, c'est uniquement de la tranche de 3 à 6 ans. Pourquoi ces tranches d'âge aussi? Parce qu'il faut avoir des agréments pour pouvoir travailler avec les enfants à domicile. Donc agréments que nous avons dans ces départements-là. Dans ces deux départements. C'est quoi les types d'activités que vous proposez? Donc les types d'activités, donc on parle d'activités Montessori. Oui. Donc des activités qui s'appuient sur du matériel conçu par Maria Montessori qui existe toujours et qui est appliqué dans les écoles, d'une part, ou bien des activités
d'inspiration Montessori qui va concerner la vie pratique. Par exemple, à la maison, accompagner l'enfant, lui rendre autonome pour faire des activités, ne serait-ce que de cuisine, des activités d'origami qui vont développer des intelligences chez l'enfant, qui passent par le sensoriel, la créativité, qui va donc l'intelligence logico-mathématique, etc. On fait également des activités de langage, par exemple des activités en immersion linguistique, soit en anglais. Pour apprendre une langue étrangère. Exactement, avec des éducatifs qui sont natifs de ces langues-là. Et apprendre une langue étrangère sous la forme Montessori, ça donne quoi du coup? Comment ça se passe? En fait, donc on parle pas de cours de langue, il n'y a jamais de cours, donc on fait des activités avec l'enfant dans cette langue exclusivement. Et l'enfant donc acquiert le mécanisme de cette langue comme s'il apprenait sa langue maternelle, tout simplement. Donc il y a un côté ludique. Tout à fait, exactement. Le côté ludique. Et, donc voilà, et pas de formalité. Donc tout cela se fait de manière naturelle. L'enfant s'amuse, tout à fait. Et vous diriez que cette offre, elle est en complément par rapport aux écoles, qu'un enfant suit la méthode Montessori au sein d'une école, ou ça peut aussi s'adresser à des enfants qui ne sont pas scolarisés dans des écoles Montessori? C'est ça. Principalement, donc la société a été fondée pour les enfants qui n'ont pas la chance d'aller dans une école Montessori. En effet, les écoles Montessori ont de très bons résultats, et là, elles ne sont pas accessibles à cause de leur prix, qui sont assez élevés. Donc l'avantage de notre société, c'est d'une part, c'est que grâce aux agréments, donc les familles ont droit à des aides. Donc des aides délivrées par l'État, donc les aides de la CAF, du crédit d'impôt, ce qui permet aux familles de ne débourser que des montants très faibles. Donc on est aujourd'hui... Combien ça coûte environ une heure d'activité Montessori à domicile? Une heure revient en moyenne, en fonction des revenus de la famille, à 3 € de l'heure, en moyenne. Et donc on peut se faire aider par la CAF, on va avoir des aides de la CAF et avoir aussi des crédits d'impôt, ce que vous disiez. Tout à fait, exactement. Et c'est Domisori qui accompagne les parents justement pour réaliser ces démarches-là. Un autre projet, juste pour refermer cet entretien, vous avez un projet d'école de la vie, c'est ça, qui se développe dans un autre département, la Seine-et-Marne? Exactement, tout à fait. Donc en effet, aujourd'hui, ma passion, c'est l'éducation. Donc j'ai commencé par l'éducation à la maison, donc une offre complémentaire à l'école. Et là, aujourd'hui, je développe un projet d'école en Seine-et-Marne. Donc une école de la vie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un lieu d'apprentissage dans lequel on ne retrouve pas des classes classiques, pas de profs qui respectent un programme scolaire classique, où l'enfant apprend donc au travers de son environnement, que ce soit intérieur riche, donc il y aura du matériel Montessori, mais surtout à l'extérieur, où on aura un cadre naturel qui est également riche, que ce soit par les végétaux ou des animaux, puisqu'il y aura également une ferme pédagogique dans cette école-là. Et toutes les informations sur la société Domisori à retrouver sur son site internet. Merci Mohamed El Mazouji. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président de cette société Domisori. Un autre concept inédit en Ile-de-France, un bar vient d'ouvrir à Fontenay-le-Fleury après 4 mois de travaux. Jusque-là, rien de surprenant, vous me direz. Mais l'établissement fait également tatoueur et barbier, un lieu original dans lequel s'est rendu Mickaël Elmidoro. À première vue, ce bar-restaurant n'a rien d'original. Des serveurs sont derrière le comptoir. Des clients passent du bon temps en dégustant leurs boissons. Et pourtant, l'établissement est unique en Ile-de-France. Sa particularité, les 250 mètres carrés abritent également un barbier et un tatoueur. Parce qu'on voulait quelque chose qui change. On ne voulait pas juste faire un bar-restaurant. On s'est dit pourquoi pas mêler le bar-restaurant avec tout ça, histoire d'avoir vraiment un lieu de vie où on peut venir boire un verre, venir manger, on peut venir se faire couper les cheveux ou se faire tailler la barbe et éventuellement se faire un petit tatouage. Ce concept hybride baptisé Copain d'abord en référence à Georges Brassens a été créé par 2 enfants du secteur avec un objectif en tête, développer la ville de Fontenay-le-Fleury, un projet qui a séduit le coiffeur barbier des lieux. C'est vrai que dans notre jeunesse, on n'avait rien pour se poser tout simplement et passer des bons moments. Et puis voilà, le projet, ils me l'ont présenté exactement de cette façon. Ça veut dire, voilà, tu te souviens quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais ici? La réponse c'est quoi? C'est rien, tout simplement. Hein. Et le fait d'allier des choses comme le tatouage, le barbeur et le bar, ça en fait un des endroits branchés. Depuis son ouverture le 21 mars, le bar tatoueur barbier attire plusieurs dizaines de clients par jour. Les plus téméraires sont même repartis avec un petit souvenir pour un prix compris entre 60 et 80 €. Pour l'instant, il y a plutôt des petits tatous, c'est des flashs beaucoup, donc des dessins faits et les gens ont un coup de cœur et on les tatoue sur le moment. Cette adresse atypique prévoit d'organiser dans les prochaines semaines des diffusions de matchs, des petits concerts ainsi que des spectacles, toujours dans l'idée de répondre à la devise du bar, Copain d'abord.
Avant de vous quitter, Saint-Quentin en Yvelines organise demain jeudi la 2e édition de son événement emploi et formation. Sky Emploi en piste se déroule ce jeudi au Vélodrome National. C'est de 9h à 20h30. Des animations, échanges et rencontres avec 150 entreprises présentes. 5000 offres d'emploi, tous secteurs seront proposés. Le site sera divisé en 5 espaces dédiés, recrutement, démonstration, ateliers ou encore ressources. L'entrée est gratuite sur inscription. Et à l'occasion du Sky Emploi, le 7-8 journal se délocalisera exceptionnellement au Vélodrome National. On se retrouve donc demain sur place pour une édition spéciale. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le 7-8 débat, la question posée ce soir. Quel avenir pour la chasse à courre? Belle soirée avec TV78.